de 0 à 5. 0, c'est la voiture d'hier, on va dire, avec aucun mécanisme de sécurité. Le niveau 1, c'est des systèmes de freinage automatique, de maintien de distance, d'alerte de dépassement de ligne, ce genre de choses, ou qui vous aident à vous maintenir dans votre ligne. Le niveau 2, c'est un niveau où on commence à avoir une conduite qui est autonome, où vous pouvez lâcher le volant, mais vous n'êtes pas censé faire autre chose. Vous devez pas lâcher le volant plus de quelques secondes parce que le véhicule peut voilà, pourrait avoir des soucis et ne pas être capable de les gérer. Niveau 3, il commence normalement où vous pouvez, entre guillemets, lâcher le volant pendant 1 minute et il ne devrait pas y avoir de soucis. Et il est donc capable de conduire de manière autonome dans un certain nombre de situations qui sont bien prédéfinies, du style conduite sur autoroute, des choses comme ça. Et donc, si vous regardez un véhicule du type Tesla, ce qu'ils sont capables de faire, c'est entre le niveau 2 et le niveau 3. Plutôt, voilà, on est sur un niveau 3, mais en étant optimiste. Et ensuite, niveau 4, ça veut dire qu'on est capable d'avoir une conduite qui deviendrait vraiment autonome, où il faudrait juste que vous puissiez reprendre la main en cas de catastrophe. Et le niveau 5, c'est la voiture qui est parfaitement autonome. On a enlevé le volant. D'accord? Donc, il n'y a aucune voiture de niveau 5 en ce moment où on enlève le volant, à part certains taxis aux États-Unis là, où ça commence à apparaître. Alors, il y a quand même des grosses contraintes. On les fait rouler dans des zones qu'on connaît bien. On apprend la ville à l'avance. Voilà, entre guillemets, ils sont plutôt comme étant des sortes de trains qui sont sur des sortes de rails, mais qui sont virtuels parce qu'ils sont à la fois connus par la vision et connus par le radar. Oui, par radar, mais surtout, excusez-moi, par le GPS. OK? Mais voilà, entre tous ces systèmes-là, on aimerait bien avoir des systèmes genre peut-être de niveau 4, où on aurait une conduite qui serait autonome, sauf peut-être quand vous rentrerez chez vous, où évidemment le système ne sera pas capable de fonctionner parce que le GPS sera plus fonctionnel si vous arrivez dans un parking souterrain, ou si vous êtes des fois en ville dans certains endroits, il y aura des difficultés, ou si vous êtes à la campagne où il faut se garer, mais voilà, vous arrivez chez des gens, il n'y a pas forcément des places de parking bien marquées au sol, et ainsi de suite. Donc ça, le véhicule dans ce cas-là est un peu mal pour comprendre ce qui doit se passer. Mais la grosse difficulté, c'est que par exemple, le niveau 4, les industriels, ils essayent d'aller vers ça, sauf que tous les gens qui font les études psycho par rapport à la conduite autonome savent que c'est une sorte de catastrophe. Parce qu'en fait, on dit, ah ben ok, s'il y a une catastrophe, l'ordinateur de bord va faire un bip pour vous demander de reprendre le contrôle de la voiture pour gérer la catastrophe. Sauf que vous êtes en train de penser à autre chose, vous êtes peut-être en plongé dans la lecture des news ou je sais pas quoi, et d'un seul coup, vous vous retrouvez dans une situation qui est stressante, catastrophique, et vous n'êtes pas du tout préparé. Donc en fait, on vous donne la main pour que vous ayez la responsabilité, mais évidemment, vous serez juste responsable de l'accident, c'est tout. Parce que vous allez être complètement incapable d'éviter l'accident dans ce cas-là. Donc, vous voyez, en fait, on est dans des situations comme ça où l'industriel, il essaye de se défausser en disant, mais de toute manière, vous êtes censé faire ci et ça. Et en même temps, quand il va vendre le véhicule, on va dire les gens qui vont vous faire essayer le véhicule vont vous vendre le côté, ouais, mais bon, ça, c'est ce qu'on dit, mais en pratique, vous pouvez tout oublier, vous pouvez lire votre journal, il n'y a pas de souci. Dans la Tesla, ça peut marcher. Et c'est vrai que souvent, ça peut marcher quand vous êtes sur une autoroute et que c'est tranquille, mais qu'il y a des moments où malheureusement, c'est la catastrophe et l'accident. Voilà. Et Tesla, il commence à avoir un certain nombre de procès qui peuvent à terme leur coûter cher. Voilà. Alors, juste pour résumer là ce qu'on vient de se dire. Donc, les idées fortes, c'est cette approche comportementale. C'est en fait, on renonce à une IA qui se veut complètement généraliste, qui comprendrait tout sur tout, mais on accepte qu'il faut qu'on soit situé. D'accord? C'est-à-dire qu'on pense grâce à notre corps et finalement, par exemple, la voiture autonome, elle doit penser par rapport à ses capteurs, elle doit être construite avec un apprentissage centré sur ces capteurs-là. Et c'est bien en fait d'avoir une perception qui est limitée de l'environnement pour pouvoir résoudre correctement certains problèmes. L'autre chose aussi, c'est attention, les données du monde extérieur, ne croyez pas que si ça ne marche pas, c'est juste parce qu'il y a du bruit. D'accord? Oui, c'est vrai qu'il y a des fois du bruit, c'est vrai que c'est bien de débruiter le signal, mais même si votre signal il est parfait, il peut être ambigu. Vous vous rappelez l'histoire sur les cubes de Necker que je vous avais montré, hein, quand je vous dessine un truc qui est comme ça,
ben, c'est clair, il y a une interprétation qui est facile, mais si maintenant je dessine ce truc qui est comme ça, ben, ça aurait pu être le fait que, en fait, j'étais en train de parler d'un cube qui était comme ça. Et le fait que vous fassiez un choix sur quelle face vous voyez, est-ce que vous voyez ce cube-là, pardon, ah, j'essaie de redessiner comme il faut. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de voir, ah, tiens, voilà, est-ce que vous êtes en train de voir ce cube-là ou ce cube-là? Bien, ça, c'est deux manières d'interpréter ce signal. Ce signal-là, il n'a rien d'ambigu. Pourtant, forcément, vous devez faire un choix d'interprétation. Et je peux vous assurer que dans les signaux visuels, il y en a énormément qui sont dans cette catégorie-là. Donc ça, c'est plus des trucs qu'on verra dans le cours de vision naturelle et artificielle. Mais la chose vraiment à penser, c'est n'oubliez pas l'ambiguïté fondamentale de la perception. Et il n'y a que l'action qui permet de lever l'ambiguïté. Il n'y a que en testant, en allant mettre ses mains et en touchant qu'on va pouvoir regarder qu'est-ce qui est la face qui est vers nous ou qu'est-ce que la face qui est derrière, par exemple. Et donc, il y a un vrai problème de modélisation du monde extérieur. Et c'est pas la peine de trop tenter de modéliser le monde extérieur. Les approches modernes, justement, nous montrent que finalement, dans beaucoup de cas, on peut se passer d'une construction d'un modèle complexe du monde extérieur. Hop. Voilà, donc, continuer ce résumé. Donc, dans les architectures réactives qu'on a pu voir, donc il y avait la subsumption avec Brooks, les véhicules de Breitenberg, donc ils sont vraiment des architectures où on travaille avec des informations qui sont locales, où les capteurs sont sur le véhicule. On a des architectures réactives avec des informations globales, style les champs potentiels d'Harkins. Donc là, on doit avoir, par exemple, le système GPS. Mais si j'ai mon système GPS, si je sais à l'avance où sont les obstacles, eh bien, je vais pouvoir travailler correctement aussi. Et là, mais je repose quand même sur des infos qui sont globales. Donc, vraiment, c'est la question de si on a ça. Et puis après, derrière, je rajoute une capacité de prise de décision. Donc, c'est ce qu'on verra un petit peu plus loin dans le cours, avec notamment des aspects de sélection de l'action, d'apprentissage par renforcement des comportements. Mais déjà, avec ces deux niveaux-là, je peux déjà faire beaucoup de choses. Et là, l'intérêt, c'est vraiment de se dire, j'ai des agents qui sont très peu intelligents, qui sont très réactifs, mais finalement, ça peut être suffisant dans beaucoup de cas. Voilà, approche descendante, ascendante, avec le côté vraiment fonctionnel versus comportemental, avec évidemment des qualités et des défauts sur les deux approches. On a plein de gens, évidemment, qui sont fanats d'approches hybrides où on va essayer de dire, ah, mais OK, je peux avoir un système bas niveau qui serait plus inspiré de la subsumption pour gérer tout ce qui est suivi de route, évitement d'obstacles et compagnie. Et puis après, des systèmes de cartographie, de planification, de mission où on peut retrouver du à étoile et autres, on peut les fusionner ensemble pour essayer de faire un peu le meilleur des deux mondes. Et là, ça, c'est plus d'un point de vue industriel. Ça pose quand même des questions théoriques parce que les sous-bassements théoriques ne sont pas forcément les mêmes entre ces deux approches-là. Et est-ce que la connexion, elle va tout le temps bien se faire entre les deux? C'est pas évident. D'accord? Donc là, c'est vraiment des questions de recherche et où il y a, de mon point de vue, des problèmes un petit peu fondamentaux sur la représentation de l'information et sur le fait de comment on fait quand les systèmes n'ont pas du tout les mêmes fondements de représentation de l'information. Dans quelle mesure est-ce que on va dire le passage de l'un à l'autre est géré correctement? Voilà. Et donc là, si vous regardez le lien avec la cognition, si vous regardez chez nous, on va avoir donc des capteurs avec, par exemple, si c'est la vision, avec des champs récepteurs et autres, des aspects moteurs, des noyaux qui sont au niveau du thalamus, donc notamment le colliculus supérieur qui va vous permettre d'exploiter des informations visuelles pour directement faire de l'évitement d'obstacles. Et puis après, les infos qui vont aller à votre cortex cérébral pour faire des traitements qui sont plus complexes. Mais il faut voir que certaines personnes à qui on a fait une ablation de quasiment tout le cerveau restent malgré tout capables d'éviter des obstacles ou d'attraper une balle sans savoir qu'ils reconnaissent quoi que ce soit ou en considérant qu'ils sont aveugles. Donc, si en fait on les laisse réfléchir, ils font rien. Mais si vous les mettez juste dans la situation où ils peuvent agir, où ils doivent agir, on voit qu'effectivement, il n'y a pas besoin pour nous, entre guillemets, on n'a pas un centre de traitement unique de l'information visuelle, même si on a une impression d'avoir une perception visuelle unique avec une certaine unité. Clairement, c'est pas du tout le cas dans notre cerveau. Voilà. Maintenant,
petite définition pour préparer pour la suite. Donc là, on a vu des systèmes qui pouvaient être, entre guillemets, des systèmes adaptés, dans la mesure où l'idée, c'est que les systèmes, ils sont adaptés à leur environnement, ils respectent les contraintes qui ont été données, ça garantit qu'ils sont dans un domaine de viabilité, mais ils ne sont pas forcément adaptatifs. C'est-à-dire que si l'environnement vient à changer et qu'on a calibré notre système pour un certain environnement par rapport à certains types d'images, eh bien, ça sera une catastrophe dans le nouvel environnement. Donc, typiquement, ben, c'est souvent le problème que vous avez avec ce qu'on appelle l'effet démo, hein. C'est-à-dire que vous préparez pendant plusieurs semaines la démo que vous allez devoir faire de votre projet. Et puis, le jour du projet, on la fait pas dans votre salle de manip, on la fait juste dans la salle d'à côté. Ça ne devrait rien changer. Sauf que vous arrivez dans la salle d'à côté, ça ne veut pas marcher. Et ça ne veut pas marcher. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, la fenêtre, elle n'est pas exactement au même endroit, parce qu'il y a des objets qui n'ont pas exactement les mêmes couleurs qui sont là et qui n'étaient pas prévus. Et en fait, ça perturbe votre système et vous vous faites avoir. Voilà. Donc ça, en fait, cet effet démo, c'est le fait en général que on a surtout tuné notre système par rapport à une condition, à une manière de l'utiliser, et que la personne qui arrive et qui vient et qui l'utilise, elle ne va pas l'utiliser comme on l'avait prévu. Et donc, on se retrouve, en fait, on se rend compte là que notre système, il était vraiment très dédié à ce qu'on avait voulu regarder pendant la phase où nous, on l'a entraîné. Enfin, entraîné ou pas, parce que finalement, quand vous concevez du logiciel classique, vous n'allez pas parler d'entraînement. Sauf que, en fait, vous allez paramétrer votre système, vous allez mettre des seuils pour que ça marche bien, vous allez mettre des mécanismes de Moyen-Âge et autres. Ben, tous ces mécanismes-là, en fait, vont s'intégrer ensemble pour donner le comportement qui marchait bien dans un environnement donné et qui peut complètement s'effondrer dans un autre environnement. Donc, dans ce cas-là, il faut forcément aller vers des systèmes qui sont adaptatifs où, entre guillemets, les variables d'état, on va pouvoir garantir qu'elles restent dans le volume en justement permettant d'adapter un petit peu comment on traite les données du monde extérieur. Voilà. Donc, dans l'approche Animat, l'idée, c'est de se dire que même si on peut considérer que on a un système entrée-sortie avec une sorte de boîte noire qui fait en fait, qui fait l'algorithmique, qui va vous donner une réponse par rapport à une entrée. On va penser tout le temps le fait qu'il y a le rebouclage sur l'environnement. Et en plus, ben, on va voir apparaître le fait qu'on peut avoir des stratégies d'apprentissage ou d'adaptation qui vont pouvoir être mises en œuvre pour tuner notre système par rapport à son environnement. Et donc là, ben, on va avoir différentes granularités de ces apprentissages qui vont être possibles. Hop, ça, j'ai dit à peu près. Ça, de toute manière, c'est pas grave. Voilà. OK. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'un petit peu en avance, on fasse la pause, même si la pause, enfin, on a commencé à 9h30, donc normalement, la pause, elle devrait être à 11h. Donc là, il est 43, donc vous êtes tous de retour avant 11h. Voilà, 11h moins 5, on essaye de redémarrer, d'accord? Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. OK. Non, j'ai peut-être pas besoin de partager, c'est pas la peine. Je vais faire ça comme ça. Ah non, OK. Donc, on a fini la partie qui était sur un agent isolé. Ce sur quoi j'ai insisté, c'est sur le fait qu'il n'a pas besoin d'être si intelligent en lui-même, si justement il est bien conçu et adapté. Donc, en fait, avoir des agents réactifs, c'est intéressant. Bien évidemment, comme c'est un agent réactif, ben, ses capacités vont rester limitées. Comment aller plus loin? Ben, il y a deux directions. Soit on va complexifier l'agent pour le rendre plus intelligent, soit on reste, et c'est ce qu'on va commencer par faire, ben, sur le côté d'un agent qui reste très simple, mais on va jouer sur le nombre d'agents.
On va jouer sur des propriétés émergentes qui vont apparaître quand on a plusieurs agents qui interagissent. Donc ça, c'est la stratégie en fait de l'approche qui est dite multi-agent, qui est en fait tout un pan hein, de l'informatique aujourd'hui, où on a vraiment la notion de se dire que, alors déjà, la différence entre un agent et un objet. Alors ça, je vais juste vous le déjà insister d'un point de vue purement fonctionnel, hein. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de la notion d'objet. Donc un objet, c'est quelque chose qui a des méthodes. Donc ces méthodes, elles servent d'interface avec le monde extérieur à l'objet. D'accord? Donc ces méthodes, elles vous permettent d'avoir en fait des messages ou des requêtes qui vont pouvoir fonctionner et vous allez avoir ici un système de requêtes au travers de méthodes qui sont spécifiques, qui vous permettent d'accéder ici à toutes les parties qui sont, entre guillemets, les variables qui sont internes. Voilà, ça c'est un objet. Un agent, c'est pas très éloigné de la notion d'objet. En fait, ça hérite, entre guillemets, de la notion d'objet, sans jeu de mots, avec le fait que ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un objet, mais en fait, comme si c'était un objet qui était encapsulé dans un autre objet. Et ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que, donc ici, on va avoir à la fois des choses qui vont décrire des motivations, et en fait, la manière de traiter les messages qui vont venir de l'extérieur vont dépendre, en fait, des motivations qu'a notre agent. Ils vont fonctionner un petit peu comme ça. Donc, en pratique, et ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce qu'on va appeler des actes de langage. C'est-à-dire que c'est plus une programmation au sens classique, mais c'est vraiment un aspect de je demande quelque chose à mon agent et la différence entre un agent et un objet principal, enfin pour caricaturer, c'est le fait que l'agent il peut vous dire non. Vous lui demandez quelque chose, il ne va pas vous répondre une valeur en particulier, il peut juste vous dire non, je ne veux pas vous répondre. Donc c'est donner la possibilité à un programme informatique à nous dire non. Alors, ça peut paraître bizarre en se disant, mais si j'autorise le programme informatique à me dire non, est-ce que je n'ouvre pas la boîte de Pandore? Est-ce que c'est pas la grande catastrophe annoncée de l'IA qui commence à se foutre de nous et compagnie? Non, en fait, c'est le moyen numéro un pour éviter les cul-de-sac dans lesquels on se trouve avec l'informatique classique. Rappelez-vous à l'histoire dont j'avais parlé en début de cours, quand on veut faire des emplois du temps, la plupart du temps, la réponse, si on le traite comme problème d'optimisation, c'est juste il n'y a pas de solution. Donc, si le programme en face, il essaye juste de tout le temps trouver une solution, ben, c'est foutu. Si, à l'inverse, il y a une collection d'agents et que certains agents disent non, mais là, ça, c'est pas pour moi. Là, oubliez, j'ai aucune chance de vous donner la réponse. C'est même pas la peine que je commence à essayer de calculer, c'est de la perte de temps. Ben, finalement, on fait gagner peut-être du temps à tout le monde. Et dans ce cas-là, en plus, on peut imaginer que quelqu'un trouve une mauvaise solution, un petit bout de solution, mais ça permet de débloquer le problème, ça permet de commencer, et ça permet après ben, de se retrouver dans des solutions, dans des situations où il y aura peut-être une solution. Là, c'est ce qui se passe avec les emplois du temps. Pas de solution au départ, sauf que ben, on essaie de fonctionner tant bien que mal, et en fonctionnant au départ tant bien que mal, en ayant des fois des conflits et compagnie, ben, de toute manière, ça se résout. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, il y a des trucs qui sont reprogrammés, et puis des gens qui n'avaient pas de disponibilité à un moment donné finissent par en avoir à un autre moment, et donc des choses qui étaient sans solution finissent par avoir des solutions. OK? Donc, il y a vraiment cette notion-là que quand je vais regarder mon agent, ça va être d'abord, je vais parler d'agent situé, avec l'idée qu'il a des ressources propres. Il a une perception qui est limitée à un certain voisinage. Il n'est pas omniscient. Et il a donc des capacités et de communication qui, elles aussi, sont limitées. Alors, le fait qu'il soit pas omniscient, c'est vraiment sa chance. D'accord? C'est pas un défaut, c'est une chance. Il vaut mieux ne pas être Dieu, honnêtement. Il n'y a aucun intérêt à être un Dieu, parce qu'en fait, un Dieu, forcément, est condamné à l'inaction. Il ne peut rien faire parce qu'il devrait tout faire. Ça n'a juste pas de sens, c'est pas possible. Mathématiquement, on s'en sort pas. OK? Donc, en pratique, ce qu'on comprend ici, c'est que du moment que vos agents ils sont situés, votre système il va pouvoir fonctionner correctement. Et il va fonctionner justement
parce que il va répondre directement à des requêtes qui correspondent à ces méthodes et il va filtrer les choses du monde extérieur. Et sa capacité à dire non, à ne pas percevoir, à ne pas voir au-delà d'un certain environnement, c'est ça qui va vous aider. Alors, pourquoi est-ce qu'on va distribuer l'intelligence? Clairement, pourquoi on en est là sur cette programmation multi-agent? Ben, c'est toujours la même histoire, hein. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a pas mal de coups sur le fait que finalement, toute l'IA, elle a évolué avec les ordinateurs. C'est pas la peine d'aller trouver des explications farfelues, compliquées sur notre intelligence à développer des algos plus malins. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est juste que ce qu'on résout en IA correspond juste à la puissance de calcul des ordinateurs que l'on a actuellement. On va juste pas beaucoup plus loin, malheureusement pour nous. Mais le fait qu'on ait aujourd'hui de la puissance de calcul qui soit une puissance de calcul distribuée, qui ne soit plus centralisée, hein, entre guillemets, les progrès ne sont pas faits sur un microprocesseur qui monte à 50 GHz et qui, parce qu'avant on avait un processeur à 2 ou 3 GHz, maintenant si on serait à 50 ou 60, eh bien évidemment on peut aller, voilà, on peut aller 20 fois plus vite. Non, ça on n'est pas vraiment capable de le faire, même si on sait toujours faire des trucs pas mal, hein. Enfin, il n'y a rien qui nous dit qu'un jour, vous n'aurez pas des microprocesseurs à cette vitesse-là. Mais là, ça a été beaucoup plus simple de juste dire, c'est facile de miniaturiser. Je peux multiplier le nombre de cœurs de microprocesseurs. Et donc, dans ce cas-là, ben, au lieu d'un ordinateur, je vous en propose 10, 20, enfin voilà, plutôt des puissances de 2 pour faire bien. Mais voilà, on a 16 cœurs, 32 cœurs qui sont dispo, et puis beaucoup plus si vous avez une carte graphique, parce qu'on prendra des cœurs qui sont finalement plus simples. OK? Donc, on a cette capacité à distribuer qui est possible. On a aussi le fait que les systèmes actuels, d'un point de vue informatique, quand on arrive à des codes où on est en millions de lignes, ça devient dur à maîtriser pour un humain. Donc, la programmation orientée objet a été une première manière d'aller par là, de dire, ben déjà, j'essaye d'avoir des choses qui deviennent des objets un petit peu séparés. Je n'ai pas besoin de rentrer dans l'objet pour comprendre tout ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'en fait, on se retrouve juste avec des cascades d'objets et que avec souvent, malheureusement, la programmation orientée objet a tendance à rendre les codes beaucoup plus lourds et à ne pas beaucoup faire progresser. La programmation par agent, là, c'est plus intéressant parce que finalement, on va jouer sur la dynamique des interactions entre les agents. Donc ça, on va pas on va dire les imbriquer les uns dans les autres, mais beaucoup plus jouer sur cet aspect-là. Et évidemment, ça va bien coller avec le fait qu'aujourd'hui, les systèmes, aujourd'hui, sont très distribués et hétérogènes. Tous nos systèmes, ils sont en réseau. Donc pourquoi ne pas avoir des solutions qui, elles aussi, exploitent directement le côté réseau et calculent des bouts de solutions aux différents endroits où elles sont. Voilà, et évidemment, les réseaux nous imposent cette vision distribuée. La complexité des problèmes nous impose aussi cette vision locale. Et les systèmes, ils doivent pouvoir s'adapter à des modifications de structure ou d'environnement. Et le génie logiciel, en fait, évolue aussi évidemment dans ce sens-là. Donc, on a, on va dire, une sorte de conjonction de bonnes étoiles qui a fait que la programmation par agent s'est pas mal développée ces derniers temps, même si on n'en parle pas tant que ça, en fait, ça n'a pas forcément, c'est pas sur le devant dans la presse, mais c'est quelque chose de vraiment intéressant en termes de manière de fonctionner. Donc, quand on manipule ces aspects de système multi-agent, souvent ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence collective. De se dire, ah ben oui, en étant à plusieurs, on va pouvoir exploiter cette intelligence collective, tout en lié à ses propriétés émergentes, donc qui vont être des propriétés constitutives, qui vont être donc liées à la manière dont les agents vont communiquer entre eux. Hein, tout le temps, on reste scientifique. Hein. Et dans ces manières de communiquer, on va avoir tout le temps deux grands types, deux grandes classes en fait de propriétés dans ces moyens qui vont être liés à comment ça va communiquer, à comment l'information va circuler. On aura des feedbacks négatifs, donc qui sont les feedbacks habituels d'une régulation. Je contre-réagis pour limiter quelque chose et pour m'assurer d'une sortie. Mais on va aussi avoir des feedbacks positifs qui habituellement sont combattus par les gens qui font de l'automatique. Mais ces feedbacks positifs, eux, vont nous permettre de faire la prise de décision et l'auto-organisation. OK? Est-ce que vous comprenez en quoi un feedback positif est intéressant, à part le fait que je vous le dis et que je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe derrière. Donc, vous comprenez, par exemple, si je vous montre un feedback négatif,
C'est ça, par exemple. Je veux faire un contrôle en position. Je vous en avais parlé dans le premier cours, hein. Je peux dire, voilà, je voudrais un angle qui est ma consigne. Je vais mesurer, là, ici, c'est le θ capteur. Donc, il va venir évidemment d'un capteur qui est sur la sortie de ma machine. Donc là, ici, je vais avoir voilà, ici un ampli. Et puis ici, imaginez votre moteur. Ici, j'ai un capteur. Et donc là, grâce à ce capteur, je récupère une valeur, ce θ du capteur, je fais la différence par rapport à l'angle que je voulais. Si la différence, elle est nulle, bah, j'amplifie 0 et je donne aucune commande à mon moteur parce que je suis au bon endroit. Si jamais je ne suis pas au bon endroit, eh bien, en fonction du gain que j'aurai mis ici, je vais me retrouver avec une commande spécifique. Donc, je vais juste dire, ah, mais OK, finalement, ici, il va y avoir un coût qui sera en fonction de la constante Kp ici, entre le θ qui était le θ désiré ici, moins le θ de mon capteur. Voilà, donc je peux avoir un contrôle qui est fait juste comme ça, et ça, c'est une régulation. OK? Je peux l'avoir, donc ça, c'est juste la notion d'une régulation toute bête. Maintenant, je peux avoir en réseau de neurones quelque chose où la compétition est utile. Imaginez que vous ayez deux neurones qui ont plein de voies synaptiques. OK? Ces neurones qui ont des voies synaptiques, ils vous permettent de reconnaître, entre guillemets, des situations. Et qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, vous montrez en entrée, ben voilà, ils sont connectés à une image qui est en entrée. Ils ont appris chacun un prototype de l'image. Donc, ils font le produit scalaire entre leur poids et le vecteur en entrée. Et ça vous donne une information en termes de distance, d'accord, entre la forme et vos poids synaptiques. Et donc, je peux avoir un neurone qui répond à 0,9 et l'autre qui répond à 0,8. C'est pas très pratique pour moi parce qu'en fait, je ne sais pas obtenir le fait de savoir est-ce que finalement je reconnais A ou est-ce que je reconnais B. Alors évidemment, nous on sait que quand je vois 0,9 c'est plus grand que 0,8, donc j'ai bien reconnu mon A de mon B. Ben, si je veux avoir quelque chose qui marche bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut imaginer que mon A inhibe le B et que le B en retour inhibe le A. Et s'ils sont comme ça en inhibition, ben, ils se soustraient chacun une partie de l'activité et on peut trouver un gagnant. Mais en fait, si on fait ça, leur activité va juste baisser. Si je veux vraiment trouver un gagnant, à un moment donné, il faut plutôt que j'ai aussi un rebouclage en positif ici. Et ce rebouclage en positif, il va me permettre de renforcer quelque chose. Quand vous imaginez, quand vous avez un nœud et que ce nœud, il reboucle comme ça en positif, eh bien, si je n'ai pas de contrainte là-dessus et qu'on sait que notre neurone, il a une unité qui est saturante, ben forcément, avec un retour comme ça, et s'il ne se passe rien, forcément, je dois aller ici, et ici, je dois atteindre la saturation. Cette saturation, c'est l'équivalent de la prise de décision. Je suis arrivé à mon 1 qui dit c'est vrai ou à l'inverse, pour arriver à un blocage qui dit c'est faux parce que je perds et ça ne se renforce pas et c'est l'autre qui se renforce. Et que l'autre, plus il se renforce, plus il a des chances de gagner. D'accord? Donc ça, c'est les mécanismes de Wiener-Pécol. Alors là, le détail, je ne vais pas vous faire ici parce que ça dépend du cours sur les aspects vision naturelle et artificielle. On va regarder dans le détail un petit peu comment ça marche, ces mécaniques-là. Mais là, ce que vous pouvez en tout cas en comprendre, c'est qu'effectivement, si je réinjecte de l'information en retour, je vais renforcer quelque chose. Ça vous va? Voilà. Et donc, deux comportements très différents entre celui qui consiste à réguler et celui qui consiste à me permettre de finalement prendre une décision et à permettre l'auto-organisation. Donc, on va voir en fait cette critique à cet aspect très non linéaire du fonctionnement qui est lié au feedback positif, avec le fait qu'il joue tout le temps avec ces aspects de blocage ou de saturation. Ben, c'est lui qui permet finalement, dans beaucoup de cas, à nos réseaux de neurones biologiques, voire après, dans des populations d'agents, d'aboutir à de la prise de décision. Donc, l'intelligence collective, de quoi il s'agit? Alors, ça va être la capacité d'un groupe d'agents simples à résoudre un problème complexe. Donc là, l'idée, c'est, OK, je garde mes agents réactifs, mais comme j'en ai plusieurs, j'espère qu'ils vont être capables de résoudre un problème complexe. Et donc, on veut avoir des comportements collectifs, cohérents et organisés, donc notamment des comportements en essaim, des troupeaux. Et ce qui a servi beaucoup d'exemples pour les informaticiens, ça a été tous les travaux sur les insectes sociaux, les fourmis, les termites, les abeilles. Alors,
Donc évidemment, ce sur quoi on va jouer, c'est la différence de niveau entre la capacité d'un individu et la complexité du comportement du groupe. Et bien évidemment, ce qu'on cherche, c'est à maximiser cette différence. On veut garder des agents qui restent très simples, mais on espère avoir, par les interactions de ces agents, des comportements très complexes. Et en tout cas, la résolution d'un problème intéressant. Et on est tout le temps avec cette notion, le tout qui est plus que la somme de ses parties. Donc ça revient finalement dans toutes les parties du cours sur le fait que oui, on peut jouer avec ça. Alors, des exemples pratiques de ça, ben, comment font les abeilles pour fabriquer des ruches en nid d'abeilles avec une structure que l'on sait aujourd'hui comme étant, d'un point de vue mécanique, une des meilleures structures que l'on puisse faire. C'est-à-dire que si vous voulez faire, enfin voilà, on a pu montrer que c'était optimal en fait en termes de structure. Et c'est pas pour rien que qu'on fabrique des matériaux en nid d'abeilles aujourd'hui. Voilà. Comment font les abeilles? Est-ce qu'il y a des abeilles géomètres? Est-ce qu'il y a des abeilles mathématiciennes, des spécialistes de la physique, qui, avant qu'on les découvert, ont découvert formellement les règles qui permettent de fabriquer correctement une ruche? D'accord? Comment elles font? Est-ce qu'elles ont la génétique qui les a précablées pour faire les trucs comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça aboutit comme ça? Un autre exemple, les termitières. Donc, on a dans différents pays des termitières qui, dans certains cas, peuvent être vraiment géantes, donc faire plusieurs mètres de haut, pour des créatures qui font juste quelques millimètres de long. Donc, si vous regardez la taille des édifices qu'elles font par rapport à leur taille, je peux vous assurer que c'est des bâtisseurs de gratte-ciel qui font des gratte-ciels beaucoup plus hauts que nous. Hein. C'est-à-dire que vous imaginez, nous, en général, on fait des gratte-ciels qui font que quelques centaines de mètres. Pour les plus élevés. Donc, sachant qu'un humain fait à peu près, on va dire, je sais pas, il faudrait une moyenne de 1,50 m. Donc, vous voyez que si vous avez un bâtiment qui fait 150 mètres, ben, ça représente juste 100 fois la taille d'un individu. En fait, quand vous prenez des termites qui elles vont faire genre 2 mm et qu'elles vont vous faire un bâtiment qui fait là ici plus de 2 mètres de haut, en fait, on est plutôt à un rapport en fait de 1000. Donc, nous, on est capable de faire des trucs 100 fois plus grands que nous. Eux, ils font 1000 fois plus grands qu'eux. Le jour où on fait 1000 fois plus grand, vous imaginez, ça voudra dire qu'on est capable de faire un bâtiment qui fera 2 km de hauteur. Hein. On arrivera au niveau des termes. Ouais, voilà, on arrivera au niveau des termites. Voilà, c'est pas gagné. Alors, bien évidemment, vous savez qu'il y a des contraintes physiques qui font que ça peut être délicat parce que le fait d'avoir une telle masse fait que ça s'effondre. Enfin, il faut faire des sous-bassements qui vont être capables d'éviter que tout le bâtiment ne se retrouve sous terre. Donc ça, non, mais c'est une vraie difficulté. Si vous n'êtes pas sur de la roche-mère, il y a un vrai gros souci pour faire ce genre de choses. Mais, donc, voilà. Donc, il faut faire attention aux comparaisons, hein, d'accord? Faut prendre ma comparaison avec des pincettes. Malheureusement, ce qui marche à une échelle ne marche pas forcément à une autre échelle. Mais malgré tout, il y a des choses assez fabuleuses quand on regarde la termite en tant qu'architecte. C'est que quand vous regardez la termitière, en fait, il y a une régulation. C'est comme s'il y avait, entre guillemets, des clims qui étaient mis dans la termitière parce que les zones où on a les larves qui doivent, enfin, les œufs qui doivent être, entre guillemets, cuvés pour être à la bonne température, eh bien, on a pile la température qui va bien. Les zones pour stocker la nourriture, ben, c'est pareil. Manifestement, elles sont stockées à une température qui permet de les conserver. Les endroits où on a les appartements, entre guillemets, de toutes les termites, ben, c'est pareil. Il y a ce qu'il faut pour qu'il fasse pas trop chaud. Et les termitières, elles sont orientées par rapport au soleil pour bien tenir compte de l'ensoleillement et ne pas avoir trop chaud. Et on a des systèmes de ventilation naturelle dont s'inspirent actuellement les architectes pour fabriquer les bâtiments de demain qui seront économes en énergie. Waouh! C'est-à-dire qu'en fait, finalement, voilà, elles étaient écolo bien avant nous et elles font attention à comment concevoir les choses. Alors, est-ce qu'elles font, entre guillemets, attention ou pas? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des termites pour permettre de faire ce genre de choses? Et vous me voyez venir, hein, c'est-à-dire que le truc, c'est que ce qu'on va faire comme hypothèse, c'est que ce soit notre abeille, notre termite, notre fourmi, l'hypothèse, c'est que ce sont des automates hyper simples. Donc, on va faire l'hypothèse que non, aucune des termites, aucune des abeilles ne comprend réellement ce qui est en train de se passer. Et pourtant, ça marche. Et ça marche tout le temps. Et ça marche depuis des millions d'années. Parce qu'en plus, ces espèces, ça fait longtemps qu'elles existent. Autre exemple encore,
pour vous montrer que ce qui est vrai pour les termites le reste pour des animaux qui sont plus évolués. Eh bien, vous avez là, par exemple, un groupe de poissons qui, lorsqu'il est attaqué par un prédateur, va se mettre en boucle comme ça. Et en se mettant en boucle comme ça, il fait un truc compact qui fait peur au prédateur qui va partir ailleurs. Vous voyez, vous avez une stratégie de défense qui est possible de cette manière-là. Vous avez un autre exemple qui est assez intéressant, qui est celui-là, qui est pour moi un exemple parfait des champs potentiels. C'est-à-dire que vous avez un plongeur qui est en train d'arriver et les poissons globalement s'écartent comme s'il était un répulseur et ils vont rester à une certaine distance de lui. Donc, comme si on avait créé un champ potentiel et où chaque poisson, c'était une particule chargée, on va dire par exemple positivement, et que mon plongeur était aussi une particule chargée positivement. Et donc, il s'évite, et tac, on a ce truc-là qui se crée, ça ressemble à ça. Je ne dis pas que ça marche comme ça, évidemment, non. Mais vous voyez que quelque part, dans les principes mathématiques, il y a quelque chose de sous-jacent qui est intéressant. Pareil, quand vous regardez un banc de poissons, ils sont tous en train de bouger à la queue leu-leu, bien répartis comme il faut. Comment est-ce que c'est possible? Qui est le chef? Qui a décidé de la formation? Est-ce que c'est comme dans une armée avec un général qui a dit à tout le monde comment est-ce qu'il fallait se mettre? Et puis, vous le voyez avec le vol des oiseaux, pareil, des vols en formation. Donc là, alors maintenant, la saison est en train de passer, mais vous avez sûrement vu des nuées d'oiseaux qui se regroupent et compagnie, qui font des sortes de chorégraphies assez incroyables, voilà, qu'on voit des fois à certains endroits, et qui sont manifestement super organisés. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces petits oiseaux pour être capable de faire ça? Alors, sachez en tout cas que le cerveau des oiseaux, même s'il est petit, d'un point de vue capacité cognitive, il n'est pas loin des nôtres. Hein. Ils ont une densité de neurones qui est très élevée. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, les oiseaux sont parmi les créatures les plus intelligentes, je dirais, si on doit les comparer à l'homme. En termes de tâches, il y a beaucoup de tâches que, par exemple, que même certains grands singes n'arrivent pas à faire et que beaucoup d'oiseaux, donc notamment tous les corvidés, sont capables de réaliser. Et c'est assez impressionnant, notamment des capacités d'imitation, de comprendre les intentions de l'autre, d'être altruiste et compagnie. On le voit chez des oiseaux, alors qu'on ne le voit pas chez la plupart des autres espèces, en tout cas chez les mammifères, par exemple, d'une manière générale, à part les humains. C'est bon? Voilà. Alors, comment ça se passe tout ça? Alors, on va essayer. Évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir en arrière en essayant de vous montrer à chaque fois un algo simple qui explique bien cette mécanique. Je dirais qu'un bon exemple pour commencer et qui en plus est intéressant par rapport à l'aspect informatique, c'est un problème de tout court chemin. Parce que on revient sur des trucs habituels de se dire, ah ben tiens, mon algorithme de Ford-Bellman, Dijkstra, comment finalement font des fourmis pour trouver le plus court chemin, parce que c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire que si vous prenez une fourmi qui va d'un nid à un endroit de la nourriture, vous allez constater que c'est comme si c'était un automate probabiliste, c'est-à-dire elle se balade aléatoirement, elle va prendre une branche ou une autre, il n'y a pas vraiment en fait de préférence, il n'y a pas, voilà, il semblerait qu'il n'y ait pas entre guillemets, d'intelligence dans une fourmi unique. Alors, quand je dis bien un, il semblerait, et en plus, je peux vous dire que c'est faux. Les fourmis sont capables d'apprentissage relativement sophistiqué. Donc, méfiez-vous de ce que je vous raconte. Mais pour les besoins de la cause, mon modèle il suffira de prendre un modèle de fourmi probabiliste, en tout cas, pour pouvoir aboutir à un algo qui est efficace et qui modélise bien ce qu'on constate dans la nature. Donc, si maintenant je prends un ensemble de fourmis, pas une seule, mais plein, ben en fait, je vais constater au départ quelque chose qui ressemble à ma fourmi isolée, c'est-à-dire que j'ai des fourmis qui prennent un petit peu toutes les branches possibles, tous les chemins possibles semblent être explorés. Sauf que si j'attends, au bout d'un moment, ce que je constate, c'est que quasiment toutes mes fourmis prennent le chemin optimal. Sauf qu'une. Sauf quelques-unes. Et il y aura tout le temps quelques fourmis qui ne prendront pas le chemin optimal, et je peux vous assurer que c'est très bien, et que c'est une propriété importante de l'algo. Okay. Alors, est-ce que vous savez pourquoi, comment ça marche? Vous avez peut-être déjà vu ça ou ça dans les reportages. Des phéromones. Oui, c'est ça. Donc, il y a effectivement donc, les aspects de phéromones. Alors, que font ces phéromones? Ils marquent les endroits de passage. Ouais, mais tous les passages ont été marqués.
Elles ajustent comme des attracteurs. Pardon? Elles ajustent comme des attracteurs. Oui, mais ça m'explique. On a- En fait, si j'interprète bien ce que tu dis, c'est bon comme réponse, mais je ne suis pas sûr que tu penses à la solution, en fait. une question de quantité. Donc, c'est sûr que les phéromones, entre guillemets, vont effectivement attirer les autres fourmis et vont faire que les fourmis vont aller là où il y a des phéromones. Mais si je prends ici et que mes fourmis déposent des phéromones sur leur chemin de retour, en fait, ben, il y a des phéromones partout. Donc, partout, ça pourrait être attracteur quelque part. Ça n'explique pas comme ça, en tout cas en un seul pas, ça n'explique pas le pourquoi, au final, ça s'auto-organise et que je finis à avoir toutes mes fourmis, enfin presque toutes mes fourmis, qui prennent le plus court chemin. Oui. Si le chemin le plus simple aura forcément un plus gros taux de passage, entre guillemets, Ouais. donc niveau quantité, ce sera beaucoup plus marqué que celui qui sera plus difficile. Voilà, c'est ça. Alors, donc l'idée, c'est que si... Alors, il va falloir se rappeler l'histoire de mon feedback positif. D'accord? Donc là, on est vraiment sur un système où il y a un feedback positif. J'espère que ouais, ça doit marcher. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que j'ai le nid, que j'ai un endroit A qui est à côté, un endroit B qui est plus loin. Et imaginons que mes fourmis, elles aient déjà trouvé les deux chemins. Et que donc, il y a une fourmi qui a pris l'habitude d'aller en A, et donc elle fait comme ça, et on imagine, pour se simplifier la vie, qu'elle ne dépose des phéromones que lorsqu'elle a trouvé de la nourriture et qu'elle ramène la nourriture. Donc en plus, on peut imaginer que quand elle revient genre en ligne droite, elle ne s'embête pas, elle sait où est son nid, et tac, elle revient comme ça, et sur le chemin de retour, elle dépose des phéromones. Il y a une deuxième fourmi qui est allée en B et qui, au retour, tac, dépose des phéromones et va me faire ma trace qui est en noir. On suppose qu'elles sont entre guillemets indépendantes, donc il n'y a pas de corrélation entre les deux fourmis. Donc, on a deux traces équivalentes. OK? Maintenant, on a deux fourmis qui partent en même temps depuis le nid et qui, au hasard, choisissent une des deux traces, puisque sans elles ont le même niveau. Donc, à la limite, genre, voilà, j'ai un niveau qui est 0,5, enfin, ou qui vaut 1, je sais pas, enfin, qui vaut 0,1 parce que ça n'a pas été renforcé. Voilà, qui est la quantité de phéromones initiale peut-être que j'ai déposée à cet endroit-là. Et donc, comme c'est la même chose, ben, au hasard, elles choisissent et elles partent. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Première fourmi, elle est là, au bout d'un certain temps, deuxième fourmi, elle est là. Au bout du double de ce temps, la première fourmi est arrivée à destination, la deuxième se trouve ici. Puis après, au bout de 3 fois ce temps-là, ben, j'ai ma fourmi qui est en train de revenir ici, l'autre, elle arrive là. Et puis j'ai ma fourmi qui revient ici, alors que l'autre arrive là. Et puis quand elle revient ici, en fait, elle dépose aussi de la phéromone. Donc, je vais me retrouver au bout de 4 paquets de temps, entre guillemets, avec ici une trace qui est passée à 0,2 et celle-là qui est restée à 0,1. Maintenant, donc quand cette fourmi, elle revient, si on suppose qu'il y a deux autres fourmis qui partent, eh bien, en pratique, comme ici, la trace de phéromone, elle vaut maintenant 0,2 et que l'autre, elle est encore à 0,1, eh bien, en pratique, ce qui va se passer, c'est que j'ai plus de chances de voir mes fourmis prendre ce chemin-là que prendre celui-là. Donc, en fait, alors s'il n'y en avait que deux, c'est un peu embêtant, mais imaginez qu'il y en ait quatre, on pourrait imaginer que ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être en avoir 3 qui prendront ce chemin-là et une qui prendrait l'autre chemin. Et donc, ben là maintenant, mon autre fourmi va commencer à déposer de la phéromone sur le retour, alors que celles-là, en fait, finalement, seront même déjà encore, reviendront, arriveront au même moment. Donc, le moment où celui-là va passer à 0,2, ici, en fait, je vais passer à 0,4. Et donc, vous voyez que cet écart, il ne va pas s'arrêter d'augmenter parce qu'à la fois, il y a plus de fourmis qui vont passer et à la fois, c'est plus court. Et donc, comme c'est plus court, le trajet étant plus court, il y en aura plus à chaque fois qui vont revenir. Donc, je vais avoir un effet d'avalanche qui fait que je vais avoir cette trace de phéromone qui va, entre guillemets, augmenter un peu comme ça. Si je regarde dans le temps, je vais voir ma trace de phéromone qui devrait être renforcée de plus en plus. Alors, évidemment, ça ne peut pas monter au ciel, hein. La trace de phéromone, ben, c'est un produit chimique. Au bout d'un moment, ça va saturer. Et quand ça va saturer, ben, tac, je vais me retrouver à un niveau de saturation. Et la saturation voudra dire qu'il y a un max de fourmis en fait qui prendra ce chemin-là. Et donc, si vous devez imaginer l'algo, ben, il faut juste imaginer de se dire, ah, mais j'ai des nombres ici qui vont être des quantités qui vont correspondre à mes choix. Il me suffit de les normaliser et je peux l'interpréter comme étant une probabilité de prendre un chemin ou un autre.
Et donc, je vais pouvoir utiliser vraiment une fourmi probabiliste et ça fonctionnera pour peu que je dise juste que mon algo, c'est que ma fourmi, elle dépose la trace de phéromone sur le chemin de retour. D'accord? Et après, évidemment, je dois jouer aussi avec les équations de comment fonctionnent les quantités de phéromones. Donc là, ça dépend des équations physiques qu'on va utiliser, et donc notamment d'une sorte de modélisation par équation différentielle de ces quantités-là. Donc, par exemple, si vous regardez vos phéromones, vous pouvez dire, ah, mais OK, ma variation de phéromones dans le temps, eh bien, je peux imaginer, alors, je peux imaginer qu'elle s'accroît parce qu'il y a des fourmis qui vont me donner quelque chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui dit, ah, ben OK, là, je vais avoir un dépôt, j'ai envie de déposer à un moment donné, mais évidemment, je ne peux pas déposer et ne faire que accroître ma quantité de phéromones. Je vais avoir ici un F max moins la quantité de phéromones multiplié par le fait que je veux déposer, qui fait que ma quantité de phéromones à un endroit donné va saturer au bout d'un moment. Donc ça, c'est l'aspect saturation qui va fonctionner. D'accord? Vous voyez que là, ici, plus mon F se rapproche du F max, plus l'impact d'un dépôt de phéromones sera faible. Alors, si je fais ça, et si je ne fais que ça, il y aurait un défaut. Le défaut, ça serait qu'au bout d'un moment, ma trace de phéromones serait saturée. Et s'il n'y a plus rien en A, ben mon chemin, il resterait toujours saturé. Et donc, mes fourmis continueraient à aller à un endroit où il n'y a plus rien. Donc, ça serait une catastrophe. D'accord? Puisque vos fourmis continueraient d'aller à un endroit où il n'y a plus de nourriture, par exemple. Allez chercher. Mais, si vous tenez compte de la physique, elle nous dit que ben, les phéromones, c'est une substance chimique, ça va s'évaporer. Et donc, on peut imaginer qu'il y a une loi d'évaporation qui va fonctionner. Et donc, une manière très simple d'en tenir compte par rapport au niveau des équations, ça sera de dire, ah bien, OK, ce modèle-là, il a un défaut, en plus, il ne serait pas stable. C'est de dire que je vais avoir un moins lambda f de t plus ben, ce f max moins f de t multiplié par ce que j'ai envie de déposer. Et chaque fourmi peut vouloir déposer sur un endroit physique, d'accord, où j'ai ma trace de phéromone. Vous voyez, en disant ici, tac, je regarde le f de t de cet endroit, d'accord, d'un endroit I. Donc, quand je suis en train de regarder ça, ben ça correspond à cet aspect, à cette capacité à oublier, qui fera que par défaut, si je n'ai rien, ma quantité de phéromones dans le temps, elle va décroître exponentiellement. D'accord, avec une exponentielle de moins lambda t. Ça va? Voilà, donc vous voyez, on retrouve des équations différentielles, celle-là qui est évidente, celle-là qui est un peu plus délicate. Et on les combine ensemble, on a cette capacité-là. Alors, quand on regarde sur l'aspect biologique, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des équations en second ordre, parce que c'est plutôt des lois de diffusion si on veut tenir compte de la physique. Mais vous voyez, si moi je suis bêtement dans un aspect informatique, je peux l'écrire comme ça. Et la chose qui est très marrante, c'est qu'en fait, si vous regardez dans l'aspect réseau de neurones et des réseaux de neurones dynamiques, ben vous pourriez considérer que F, c'est comme si c'était un poissinatif. On peut imaginer finalement, chez des mammifères ou autres, dans notre tête, on ferait comme si on déposait des traces de phéromones en disant, ben, j'augmente la connexion entre deux neurones. Simplement parce qu'il y a plus d'informations qui transitent entre deux neurones, vous pourriez le voir de la même manière. Et le fait qu'on crée comme ça des chemins et qu'on découvre des moyens de planifier. Donc là, l'algo, l'intérêt qu'il a, c'est que ben, s'il n'y a plus rien sur un chemin, j'arrête de l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça va? Pas d'autres questions là-dessus, c'est bon? Vous pouvez passer à la suite. Alors, ben, l'évolution de ces traces de phéromones, ben, ça va avoir vraiment ce côté d'intérêt, c'est-à-dire que quand je vais avoir différents trajets qui vont être possibles, ça va me permettre de trouver le chemin le plus court qui mène à une source et d'arbitrer même entre plusieurs sources s'il y en a plusieurs, en choisissant. Donc, je vais pouvoir réaliser tout ça en renforçant le chemin. Je vais pouvoir aussi, en fait, faire de l'évitement d'obstacles. Parce que s'il y a des obstacles naturels, ben, de toute manière, j'ai du mal à les franchir. Ou si je les franchis, je mets plus de temps. Donc, si je mets plus de temps, je mets plus longtemps pour revenir. Donc, en fait, la quantité de phéromones qui sera déposée sera moins grande. Et donc, évidemment, les chemins les plus courts et les plus faciles seront les plus renforcés. Et là, cette logique a vraiment l'intérêt de ne pas avoir besoin de paramètres explicites. Tout est implicite, tout est donné par le fait que ben, si je mets plus longtemps, c'est forcément que c'était plus difficile.
Et donc, je tiens compte de toutes les difficultés, de la consommation d'énergie, du fait que je peux rester coincé, du fait que, voilà, du fait que voilà, que c'est un chemin facile ou pas. Voilà, donc les traces de phéromones, donc là, vous avez juste les équations qui sont remises. Alors en général, ce qu'on a tendance à faire, c'est que quand on veut les associer à des probabilités, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réécrire en disant qu'on a les activités de phéromones et on va renormaliser par la somme enfin, en disant, si j'ai une voie où j'ai une quantité de phéromones, en fait, qui vaut genre 0,2 et l'autre voie, j'ai une quantité qui vaut 0,5, comme ça ne veut pas dire grand-chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, mais en fait, je peux prendre 0,2 divisé par 0,2 plus 0,5 d'un côté, et de l'autre côté, dire que c'est le 0,5 divisé pareil par ce 0,2 plus 0,5. Donc, ça vous permet comme ça de normaliser les choses, de dire que si on a 1 et 1, ça vous fera une probabilité d'un demi. Même si vous avez 10 et 10, ça fera aussi une probabilité d'un demi. Et si vous avez 0,2, 0,5, ça fera je sais pas quoi, mais qui dira bien qu'il y en a un où on a entre guillemets 2 fois plus de chances d'y aller que l'autre. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Donc, on va normaliser avec un peu de chance, même si vous utilisez une température de Boltzmann, ça vous permettra d'avoir des meilleures choses en jouant avec une exponentielle de ces quantités-là. Voilà, on peut faire des trucs un peu plus sympas. Voilà, donc ça, c'est la manière dont ça fonctionne. C'est facile parce que je peux déposer des phéromones. C'est un cas quand même spécifique. Je le dépose physiquement dans mon environnement. Et là, il y a aussi un truc important dans la logique sur la notion de l'intelligence. D'habitude, on a tendance à considérer que toute l'intelligence, elle doit se passer entre guillemets dans notre tête, avec notre réseau de neurones, comme si les fourmis devaient employer. Il n'y avait que leur réseau de neurones qui comptait. Là, ce que ça nous montre, c'est que finalement, le calcul, il est fait dans l'environnement. Alors, est-ce qu'il n'y a que les fourmis qui le font? Non, les humains le font aussi. Alors, on ne dépose pas des phéromones, enfin, je pense pas de la même manière, même si on a nous aussi des phéromones qui existent. Non, en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Vous le voyez que si vous allez vous promener un petit peu dans la nature, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Vous allez d'un endroit à un autre, il n'y a pas de sentier, vous allez marcher tout le temps en prenant à peu près le même chemin, puis pas forcément tout le temps. Mais au bout d'un moment, les herbes, elles vont pas trop repousser, donc il va se créer un sentier. Un sentier va commencer à apparaître. Et puis, si vous prenez un chemin qui est un peu plus court, en fait, il va se retrouver renforcé, le sentier va se modifier. Donc, un sentier va apparaître. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand le sentier apparaît? Au bout d'un moment, c'est pas très pratique, donc on le transforme en chemin. Et au final, on le transforme en route. Aujourd'hui, les routes que l'on a, souvent, on voit qu'elles sont issues de ce genre de processus où finalement, la trace de notre cognition, elle est restée dans l'environnement et entre guillemets, on a réussi à penser à plusieurs, même sans besoin d'un moyen de communication explicite. On n'a pas besoin de discuter les uns avec les autres de quel est le chemin. Il suffit juste qu'on veut juste prendre un chemin où on n'est pas trop embêté par des ronces, par des arbres qui sont hautes et compagnie, et que c'est plus simple donc de marcher sur quelque chose où la terre elle est à nu plutôt que recouverte de plein de végétation. Et donc, ça se fait, entre guillemets, naturellement. Mais c'est vraiment une cognition qui se fait dans l'espace, grâce à l'espace. Donc, toute la cognition ne se fait pas dans notre tête. Et la plupart des solutions qu'on trouve, en fait, sont souvent liées à ce genre de choses, même si ce n'est pas aussi visible que ce que ça peut l'être quand vous voyez, entre guillemets, une route qui est en train de se créer ou un sentier qui est en train de se créer. OK? Alors, mais il y a donc voilà, mais là, je dirais, j'étais dans un cas où c'était favorable parce que je peux vraiment laisser mon empreinte dans le monde physique. Les abeilles, c'est un peu plus délicat parce que même si elles voulaient déposer des phéromones, elles sont en train de voler. Les phéromones, vous imaginez, tac, elles s'évaporent, il y a du vent, elles vont forcément bouger, donc ça ne permettrait pas de marquer un chemin. Mais malgré tout, ça marche. C'est-à-dire que quand vous regardez, que vous avez une ruche et que vous avez un endroit où il y a des endroits où il y a de la nourriture, ce qu'on va voir, c'est que les abeilles vont être déjà capables d'expliquer aux autres abeilles où est la source de nourriture. Et en plus, on va voir, c'est que s'il y a une source de nourriture qui est plus intéressante que l'autre, eh bien, la majorité des abeilles va aller dans cette source de nourriture la plus intéressante. Alors, comment ça marche? Eh bien, la méthode, elle est un petit peu indirecte, mais globalement, elle revient au même. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'abeille, elle va rentrer au nid, elle va faire une sorte de danse où elle va tout le temps aller dans une direction qui dépend de la direction dans laquelle était la source qu'elle a regardée. Ce qui fait que par contact physique, les abeilles qui sont autour récupèrent une information qui est « il existe une source de nourriture à telle distance ». Les vibrations vont parler par rapport à quelle est cette distance
Et en plus, comme elle est recouverte de pollen, l'abeille qui est en train de rentrer, les autres abeilles, elles goûtent un peu le pollen et ça leur dit si elles ont envie ou pas d'aller au même endroit. Donc, en pratique, on va avoir vraiment une indication qui fait que une abeille qui rentre va indiquer quelque chose, les abeilles qui sont autour